exercice de la série d'études de l'année dernière, mais je vais essayer de le modifier un peu, cette science-là. Alors là, c'est un exercice qui est intitulé Théorème d'Ampère, conducteur cylindrique infini, pour lequel on vous demande, ou bien on vous dit qu'un conducteur cylindrique creux, c'est un vide à l'intérieur, d'épaisseur négligeable, d'axe EZ, de longueur infinie, de rayon R, est parcouru par un courant surfacique d'intensité I. Donc, je dis un courant surfacique, hein, d'intensité I et de densité uniforme GS. Donc, je l'appelle GS parce que le courant est surfacique. Et GS, il est porté par l'axe EZ, c'est-à-dire le déplacement des électrons se fait le long de EZ. Alors, bien sûr, on va travailler dans le système cylindrique, puisque les cylindres possèdent déjà des symétries qui sont cylindriques, et donc ça va faciliter euh, de retrouver les invariances nécessaires pour cet exercice. Bien sûr, toujours, on va commencer par l'utilisation des arguments de symétrie et d'invariance pour simplifier l'expression, pour déterminer la direction en effet et les variables dont elle dépend le champ magnétique dans cette situation. Et si vous avez bien suivi les deux vidéos précédentes, c'est une étape avec laquelle je dois toujours commencer parce que ça va m'aider à choisir après un contour convenable, le contour d'Ampère convenable. Bien, dans la deuxième question, on va traiter le cas d'un cylindre creux, donc comme on vient de signaler là. Et puis dans la deuxième question, la troisième question, on vous demande de refaire la même chose, cette fois-ci pour un cylindre qui est plein. C'est-à-dire plus ou moins la même chose, mais à la différence que là, on va y avoir un courant volémique, c'est-à-dire un courant avec une densité G. Donc, vous avez les électrons qui vont se déplacer à l'intérieur et sur la surface du cylindre. Bien sûr, moi, je ne vais pas m'arrêter sur ces deux exemples. Je vais vous donner de plus d'autres cas que je peux y avoir pour les cylindres. OK? Alors, on va commencer par la situation la plus simple que vous avez là. Okay? Donc, je vais commencer par le cas d'un cylindre creux. Donc, si vous voulez, grand 1, ça va être le cas d'un cylindre creux. Est-ce que vous suivez bien? Bien sûr, avec une épaisseur négligeable. OK? Ça veut dire là, quand je vais dessiner le cylindre, en effet, voilà, donc plus ou moins le cylindre. Alors, l'épaisseur là, il est négligeable. Ça veut dire, moi, je vais tout simplement dire que là, vous avez le rayon R. OK? Après, je vais passer vous montrer qu'est-ce que je peux y avoir dans le cas réel. Parce que là, je ne peux pas y avoir ça dans la réalité. Dans la réalité, un cylindre, il doit toujours y avoir une épaisseur. OK? Tu ne peux jamais fabriquer un cylindre avec une épaisseur est égale à 0. Mais nous, là, on va essayer de considérer que cette épaisseur est négligeable. Et donc, on va considérer que le rayon intérieur ou le rayon extérieur, c'est la même chose. Mais généralement, un cylindre creux, il est caractérisé par deux rayons. OK? Rayon F1, F2. OK? Alors, ce cylindre, il est parcouru par un courant dont on vient de définir la densité surface GS. C'est un vecteur. Donc, GS est égal à GS comme module suivant EZ. Toujours, ça fait plus d'un mois qu'on travaille, il y a toujours des problèmes, des gens qui se connectent avec leur email non institutionnel. Et ça pose vraiment des problèmes pour moi. Parce que ça me dérange lors de la connexion. Alors, on a dit selon OZ. Problème là. Est-ce que vous me suivez bien?
que vous avez bien compris l'objectif de cette séance? Oui. Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Alors bien sûr, on va essayer, puisqu'on vous dit là, on va essayer d'abord d'utiliser les arguments de symétrie et d'invariance. Et donc, je vais prendre un point. Bien sûr, moi, après, je vais traiter tous les points, c'est-à-dire les points qui sont à l'intérieur et les points qui sont à l'extérieur. Mais pour le moment, pour que je puisse voir vraiment les invariances, les arguments de symétrie et d'invariance, je vais prendre un point soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Moi, je vais prendre un point de ce côté-là. Voici un point. Et je vais vous demander de me dire est-ce que vous voyez un plan de symétrie et d'antisymétrie? D'abord, de symétrie. Quels sont les plans de symétrie que je peux, quel est le plan de symétrie que je peux prendre dans ces situations? Bien sûr, le plan de symétrie il doit contenir le point M. ER, ET. Alors, EREZ. ok. D'abord, pour utiliser les vecteurs, vous pouvez définir le plan sans utiliser les vecteurs. Vous pouvez dire le plan, par exemple, qui est parallèle au tableau. Oui, Plan oui, de- le plan de tableau. Le plan tableau. Oui, Oui, très bien, le plan tableau, parce que de l'autre côté, si vous divisez le cylindre en deux parties par un plan, vous voyez que de l'autre côté, je vais avoir un courant. De l'autre côté, là-bas, je vais avoir un courant GS qui est dans le même sens que celui-là. Donc là, vous avez l'effet miroir. C'est comme vous avez là un miroir. Donc ça, c'est un plan qui va subdiviser le cylindre en deux et il va jouer le rôle d'un miroir parce que tous les courants vont être orientés vers le haut. Okay. Donc ça, c'est un plan de symétrie. Une fois que vous trouvez un plan de symétrie, ce n'est pas la peine d'y aller chercher d'autres plans parce que je pense que ça va donner déjà. Alors, pour la base, parce que là, juste il faut définir la base. Alors, dans cette direction, qu'est-ce que je vais voir? C'est l'éloignement là, la distance R, et donc ça va être ER. OK? Et puis, EZ, c'est déjà défini dans l'exercice, c'est vers le haut. EZ, c'est l'axe de cylindre, et donc c'est vers le haut. Et pour Eθ, ça va être vers nous. Confondu dans le tableau. enfoncé dans le tableau. Très bien. Eθ, c'est enfoncé dans le tableau. Très bien. Alors, donc maintenant, vous pouvez définir le plan de symétrie. C'est le plan formé par quoi et quoi? EZ, ER. Ouais, donc, le plan formé par EZ, ER. C'est comme dans le cas de fil infini, hein, est un plan de symétrie. Implique rapidement que B doit être parallèle à Eθ. OK? Et je peux écrire que B est égal à B. En général, pour le moment, on n'a pas encore utilisé les invariances, donc c'est une fonction de R, de θ et de Z, en général, suivant Eθ. Vous voyez que ça, c'est équivalent au résultat que vous avez obtenu pour le fil infini, plus ou moins. Alors, maintenant pour les invariances. Je peux dire des invariances dans cette situation-là. Alors, le cylindre, il est infini, donc ça signifie quoi là? Translation par Z. Cylindre infini. Oui? Je vais essayer d'arrêter la caméra parce que ça ralentit un peu le stylo. Alors, oui? Ça signifie quoi cylindre infini? Ça veut dire que quand vous faites un déplacement le long du cylindre sur l'axe OZ, ceci, ça ne va rien changer parce que
toujours que vous êtes à ce point-là ou vous êtes à ce point-là, des deux côtés, c'est l'infini. Okay? La distance des deux côtés, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que votre déplacement ne change pas les distances à droite et à gauche. Okay? Donc, voilà le cylindre infini. Vous êtes là, de ce côté-là, vous avez une distance infinie. De ce côté-là, vous avez une distance infinie. Vous êtes là encore. De ce côté-là, vous avez une distance infinie. Et de ce côté-là, vous avez une distance infinie. Ça veut dire que dans toutes les situations, vous êtes au milieu. Même si vous déplacez, vous restez comme vous êtes au milieu. OK? Et donc, ça signifie quoi? Que invariance par translation. Donc, c'est une invariance par translation suivant OZ. Alors, encore, est-ce que je peux y avoir? Là, vous avez un cylindre, et quand vous avez un cylindre, vous avez une symétrie cylindrique. Si vous avez un cylindre, donc ça signifie que vous avez une symétrie cylindrique. Alors, la symétrie cylindrique, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez une symétrie cylindrique, ça veut dire quoi? Il y a une invariance. Rotation. Par rotation autour de l'axe du cylindre. Par rotation autour de l'axe du cylindre. Et donc, c'est EZ. Donc, signifie voilà que donc la première signifie que il n'y a pas de dépendance. S'il vous plaît, quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Alors, la première signifie que votre champ ne dépend pas de Z. OK? Donc, là, on ne va pas avoir une dépendance en Z parce qu'il y a une translation, une invariance par translation. Et la deuxième signifie qu'il n'y a pas de dépendance en θ. Et donc, comme résumé de ça, je peux dire que mon B, finalement, c'est un B de R, suivant Oθ. Et en effet, la question, il vous demande ça. Dans la question, on vous demande vraiment de montrer que B, il s'écrit sous forme de BR, Eθ. Donc, le Eθ, ça vient de la symétrie de BR, ça vient des invariances. Juste pour une clarification, en effet, la symétrie, ça permet de déterminer la direction et les invariances, ça permet de déterminer la variable dont il dépend la valeur. OK? Faites attention, ça n'a rien à voir avec la direction. Alors, bien sûr, vous pouvez encore voir est-ce que ce BR-là doit être positif ou négatif. Alors, ça, comment est-ce que vous pouvez le déterminer? Dans la situation que vous avez là. Est-ce que le B, ça va être dans le sens positif de Eθ ou bien dans le sens négatif? Dans le sens positif de Eθ. Vous utilisez quoi là? La règle de la main droite. Ou bien? Tire-bouche. Non. Le tire-bouchon là, c'est pas très intéressant. Théorème, le bon endroit, là. Et le plus intéressant là, c'est la main droite. Oui, la main droite. Alors là, vous pouvez voir qu'en effet, lorsqu'on va exprimer B de R, si le courant est positif, alors le BR là, ça va être positif. Si vous avez un courant dans le sens négatif, dans l'autre sens, bien sûr, on va avoir le sens opposé. Ça veut dire que finalement, on va avoir une expression qui contient le courant et bien sûr, le champ va avoir la direction de le même signe que le courant. Alors, maintenant, on va commencer à utiliser le théorème d'Ampère pour déterminer la valeur de champ à chaque point de l'espace. Combien de situations? Alors, il y a un problème. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui a Fatima, le problème. L'écho, ça vient de Fatima. Alors, je vais Je vais couper. Alors maintenant, je pense, oui, c'est bon?
C'est bon, ok, parce que Fatima Al-Bissouri, il y avait un problème chez elle d'écho. Alors, je pense que c'est bon, vous m'entendez bien, les autres maintenant? Oui. Très bien. Oui. Alors, pour ne pas avoir ce genre de problème, essayez toujours de désactiver le micro une fois vous terminez votre intervention. OK? Alors, et surtout quand vous utilisez, le problème, ça vient du fait que certaines personnes parmi vous n'utilisent pas le micro de leur PC. Donc, ils utilisent un cat, j'en sais pas, un micro extérieur. Et ça, le logiciel n'arrive pas à distinguer ce qui arrive de la vidéoconférence d'autres sons. Donc, il le considère comme si quelque chose qui arrive de l'extérieur. OK? C'est comme ça que le son qui sort de votre microphone, il va entrer par le qui sort de votre haut-parleur, il va entrer par le micro de votre micro. Donc, essayez de ne pas utiliser de matériel qui ne sont pas dans le même instrument. Donc, essayez soit d'utiliser un kit, soit d'utiliser le micro et le haut-parleur de PC. Comme ça, le Google Meet, il arrive à filtrer, à distinguer les sons. OK? Alors, on va continuer. On était en train de dire quoi? Donc, on vient de dire que là, j'étais en train de poser la question, combien de situations je vais avoir? Parce qu'on doit chercher le champ en 2 points de l'espace. Oui? Je pense 3 situations. 3 situations. Les autres? 2 cas. Oui. Deux situations. 2 Trois. situations. Deux situations. Donc, la valeur du champ en 2 points de l'espace. OK? Alors, vous dites 2 situations. Vous avez un cylindre et le cylindre, il est creux. C'est un cylindre creux. Donc, vous avez des situations. Soit vous êtes à l'intérieur, soit vous êtes à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre. Fatima, c'est vous qui a proposé 3 positions, 3 situations? Fatima Zahra? La situation qui est entre R, parce qu'on a 2 rayons. Et pourquoi vous dites qu'il y en a 2 rayons? Moi, dès le début, j'ai dit que ça, c'est un cylindre avec une épaisseur négligeable. Et j'ai dit que normalement, je vais prendre cette situation avec un seul rayon. Ah oui, ma كنتش متابعة. D'accord. Ok, très bien, il n'y a pas de problème. Mais très bien, parce que je l'ai déjà signalé, en effet, ça, on ne peut pas le trouver dans la réalité. Ça, c'est juste un modèle que je peux imaginer. Mais dans la réalité, toujours, il y a une épaisseur. Même si vous avez quelque chose qui est très mince, il y a toujours une épaisseur. Et donc, il faut toujours avoir R1 et R2. Et après, je vais essayer lorsque je vais terminer avec ça, je vais vous montrer qu'on va y avoir un petit problème. Et après, je vais vous montrer que ce problème vient du fait que vous imaginez quelque chose qui n'est pas réel. Et après, on va prendre le cas réel et on va refaire le calcul. OK? Alors maintenant, je vais me situer dans le cas le plus simple. Alors ça, c'est le rayon. Donc, je vais prendre le cas de R inférieur à R. Et après, je vais prendre le cas de R supérieur à R. Donc, je vais commencer par cette situation-là. Alors, qu'est-ce que vous faites pour utiliser le théorème d'Ampère? La première étape, c'est déjà faite. On a déjà utilisé les arguments de symétrie et d'invariance. Et donc, la deuxième étape consiste à faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième étape? On choisit le contour. Très bien, il faut choisir un contour convenable. Et à votre avis, quel est le contour là quelles sont les conditions que je dois avoir sur le contour? Quelles sont les conditions que je dois avoir sur le contour? La direction. Très bien, la direction tangente au contour en tout point. Et le champ, il est constant. Et le champ, il est constant le long de ce contour.
Et bien sûr, donc là, vous avez un champ qui dépend de R. Donc, pour fixer le champ, il faut fixer le rayon. Mathématiquement, en géométrie euclidienne, comment vous fixez le rayon? Par un cercle. Donc, c'est un cercle qui permet de fixer le rayon parce que le cercle possède un rayon qui est fixe. Et on peut remarquer que si vous prenez un cercle là, déjà, ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui est équivalent à une ligne de champ. Et donc ça signifie que je vais avoir encore B qui est tangent. Donc B, il est tangent là. Okay? En deux points, le champ B, il est tangent parce que B, il est porté par E θ. Et donc je peux voir que dans ces situations, B va être parallèle à DL en deux points. OK? Et bien sûr, il est constant parce que le rayon, il est fixe. Alors, maintenant, je vais appliquer le théorème d'Ampère. Alors, le théorème d'Ampère, qu'est-ce qu'il vous dit? La circulation du champ magnétique B le long de ce compteur, que peut-être je vais l'appeler, si vous voulez, C1. Alors, encore une fois, quelqu'un qui a laissé son micro égale à mu0, donc la somme des courants enlacés. Enlacé, ça veut dire quoi? L'autre fois, on a dit ça. Comment est-ce que je peux déterminer les courants enlacés? Qu'est-ce que je dois faire pour le contour? Ouais. Qu'est-ce que je dois faire pour déterminer les courants enlacés? Une fois que vous choisissez un contour, Il faut orienter le contour. Très bien, il faut orienter le contour tout d'abord. Oui. Et quoi d'autre? Je vais orienter le courant parce que l'orientation, ça va déterminer le signe du courant. Et quoi d'autre? Parce que le mot enlacé, ça veut dire quoi le mot enlacé? Ça veut dire, il faut voir quels sont les courants qui pénètrent, qui traversent la surface associée au contour. C'est-à-dire, je dois associer à ce contour une surface. Et l'autre fois, on a dit que le plus simple, c'est d'associer à ce contour-là une surface qui est plate. Donc, je vais prendre cette surface, la surface plate. OK? Voilà le contour. Et voilà la surface que je vais prendre. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Je peux associer à ce contour-là une surface qui fait comme ça. OK? Là, je vais essayer de voir dans cette situation-là. Je vais voir. OK. Si vous êtes là, on va essayer de voir quels sont les courants qui vont sortir de là. Alors, dans cette situation, je vais voir quels sont les courants qui vont sortir d'ici, de tout cet espace-là. Parce que là, il faut imaginer que là, vous avez une demi-sphère. OK? Alors, très bien. Donc là, je vais prendre le sens, si vous voulez, anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse de l'horloge, des aiguilles de l'horloge. Donc, je vais prendre celui-là comme sens positif d'orientation et je vais associer une surface plate. Alors, dites-moi maintenant, cette somme égale à combien? Quels sont les courants qui vont traverser cette surface? Nul. Zéro. Zéro. Pourquoi? C'est nul. Parce que le cylindre, il est creux. Très bien, parce que le cylindre, il est creux et les courants sont sur la surface. OK? Alors, faites attention, peut-être dans certains exercices, on ne vous dit pas que le cylindre, il est creux. Parfois, on vous dit tout simplement que ça, c'est un cylindre qui est plein, mais le courant, il est surfacique. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire d'avoir un cylindre creux, mais l'essentiel, c'est d'avoir un courant qui est surfacique. OK? Parce que ça, on va le montrer après en S4, que si vous avez un conducteur, alors le courant, si vous avez un conducteur parfait, le courant va circuler en surface. OK? Même si le cylindre, il est plein. OK? Faites attention à ça. Et ça, vous l'avez même montrer ça, même en S2, vous avez dit que les charges dans un conducteur se trouvent toujours sur la surface et qu'à l'intérieur,
d'un conducteur, le potentiel il est constant, le champ électrique il est nul. On va montrer en S4 que le champ magnétique encore à l'intérieur d'un conducteur il est nul. Et donc tout ça vient du fait qu'en effet, même les courants vont y aller sur la surface. Lorsque vous avez des câbles, les câbles électriques qu'on utilise dans la vie quotidienne, alors dans ces câbles électriques, les électrons se déplacent sur la surface. OK? Alors, les câbles en cuivre, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est parfait, mais plus ou moins, on peut faire une approximation et dire que le courant est surfacique. Alors là, il n'y a pas de courant, donc zéro. OK? Donc, ça signifie quoi là? De l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? La circulation est égale à zéro. Est-ce que ça signifie directement que B est égal à zéro? On va voir. Donc, de ce côté-là, je vais avoir B de R Eθ fois dl Eθ. Le dl, il est dans le sens positif de Eθ parce que j'ai choisi. Faites attention. Et là, vous voyez bien cette orientation. Parce que si vous inversez l'orientation là, je dois ajouter là un signe moins. Parce que dl, il est dans le même sens que cette orientation. Donc, c'est dans le même sens que Eθ. Le θ, c'est enfoncé de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est vers vous. Donc, vous voyez bien que dl, il est dans le sens de Eθ. Alors là, c'est intégral sur le contour. Égal à 0. Tant que l'intégrale b de r, r dθ égale à 0. Ça, c'est r dθ, en effet. Okay. Et donc, là, c'est tout simplement 2p. Θ, c'est 2p tout simplement. Donc, r, b de r est égal à 0. Et ça signifie rapidement que b de r est égal à 0 parce que r, c'est une variable qui change entre 0 et r. OK? Et donc, pour que cette quantité soit toujours nulle, quel que soit r, il faut que br soit nul. Okay? So, je peux pas dire que r, il est. Parce que ça, c'est quel que soit r. Il est vrai quel que soit r. Donc, faites attention, ce n'est pas r qui va annuler ça, mais c'est le br. Donc, implique que br est égal à 0. Donc, parce qu'il y a des gens qui dans les examens, à partir de ça directement, ils me disaient, voilà, c'est 0. Alors, faites attention, parfois, peut-être que vous tombez sur un problème. OK? Alors, le deuxième cas. La deuxième situation, c'est quand je vais me placer à l'extérieur pour R supérieur à grand R. Vous voyez que j'ajoute là au égal parce que je ne sais pas est-ce que cette fonction va être continue ou non continue à ce point. C'est pour cela que je n'utilise pas le supérieur égal. Alors, je vais faire un nouveau schéma. Encore un cylindre. OK, donc le point maintenant, je vais le prendre de ce côté si vous voulez. Voilà mon point M qui est à l'extérieur. Voilà la distance R, le rayon de contour. Là, ce n'est pas le rayon de cylindre. Donc, le rayon de contour que je vais choisir. Donc, je vais prendre un contour comme on a fait avant qui est circulaire. Voilà, plus ou moins. Je vais l'orienter. Donc, on va l'orienter dans ce sens, toujours, comme avant. OK. Je vais essayer de faire ça. Voilà. OK. Voilà le sens que je vais choisir. Bien sûr, on va associer à ça une surface plate. OK. Alors, maintenant, on va essayer de faire de même. Donc, alors, je vais essayer de refaire ça en effet. Donc, je vais essayer de refaire ce schéma un peu mieux que ça. Alors, je vais utiliser les outils de dessin. OK. Donc, voilà. Non. Donc, voilà une droite. Une deuxième. Je vais prendre des cercles, des ellipses. OK.
OK. Voilà le cylindre. Alors, pour le contour, alors là, non, pardon. Donc, je vais supprimer celui-là. Prendre ça comme contour. En arrière-plan. Voilà. Alors, le point M, il est où? Alors, moi, je vais revenir sur le stylo. Alors, le point M, il est là. Voilà le rayon. Grand R. Voilà le rayon. Θ. OK? Et voilà l'axe. Donc, l'axe EZ. Quelque part là. OK? Alors, on va appliquer le théorème d'Ampère. Qu'est-ce qu'il vous dit, le théorème d'Ampère? Que la circulation du champ magnétique à travers ce contour que je peux appeler C2 est égal, donc il est proportionnel à la somme des courants enlacés. OK? Alors, il y a un seul courant en effet, donc un seul courant, mais je dois essayer de le déterminer. Donc, mu0i, un seul courant. OK? Et ce courant-là, c'est un courant surfacique. Je vais dire que c'est un courant surfacique. OK? Parce que c'est le courant, parce que là, vous avez une densité GS. OK? Donc, c'est ça. Alors, faites attention là. Moi, le S, dans l'exercice, je n'ai pas signalé ce S. Donc, le S, en effet, c'est quoi? Donc, peut-être que dans l'exercice, on n'a pas signalé le S, mais c'est quoi le S? Le S, c'est un courant surfacique. Donc, comment est-ce que vous déterminez un courant surfacique? Je vais essayer de prendre une parenthèse là. Alors, pour les courants, quand vous avez un courant volumique, essayez de me suivre très bien avec ça. Quand vous avez un courant volumique, ça, vous le connaissez, c'est quoi? Quelle est la relation entre le courant volumique et la densité? Ça, vous l'avez déjà en S2, je pense. Vous ne l'avez pas fait en S2? La relation entre le courant et la densité du courant. Oui. C'est intégrale double G ds. Vous êtes d'accord? Alors, quand vous avez un conducteur, qui est parcouru par un courant. Alors, celui-là, il est parcouru par un courant I. Signifie que vous avez chaque section là, vous prenez une section du surface S, cette surface S, et là, vous avez un vecteur G de S qui est perpendiculaire à cette surface. Et donc, le courant, la définition de courant, c'est quoi? C'est le produit scalaire de GS fois l'élément DS. Alors, DS là, c'est l'élément de surface DS fois le vecteur unitaire N. Le vecteur unitaire, bien sûr, ça va être un vecteur qui est collinéaire à GS là. Le N, ça va être collinéaire à GS. Pardon, là, c'est pas GS. Pardon. N, ça, c'est pas GS, c'est G. Parce que là, je suis dans le cas d'un courant volumique. Alors, moi, je ne suis pas dans cette situation. Cette situation, je vais l'utiliser dans la question 3. Moi, je suis dans le cas d'un courant surfacique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un conducteur. Voilà mon conducteur.
Et le courant, il est sur la surface. Il n'est pas à l'intérieur. Donc, je ne peux pas prendre là une surface. Tout ce que je peux prendre, c'est un compteur. Je vais prendre un compteur. OK? Et sur ce compteur, je peux prendre un élément DL. Pardon. Donc, je peux définir sur ce compteur-là, pas un DS, mais un DL. Pas des DS. Parce que moi, je vais prendre un DL. Et donc, dans cette situation, le GS est dans ce sens. Il est sur la surface. Hein? GS sur la surface. Vous pouvez l'imaginer là. Il est là. OK? Alors là, le courant ES, le courant surfacique, là, je le signale parce que ce sont des choses que vous devrez savoir, déjà y avoir dans la tête. Hein? Alors ça, c'est l'intégrale simple. C'est un intégral simple. Ce n'est pas un intégral double. GS comme vecteur scalaire DL. Scalaire DL ou bien là DLN. Parce que DL, c'est un vecteur. Je dois le définir comme vecteur. Alors le N, en effet, là, c'est juste un vecteur qui est perpendiculaire à la surface du compteur. C'est comme celui-là. Alors, voilà comment vous calculez. Alors, dans l'exercice que vous avez maintenant, ES, c'était quoi ES dont je parle? Parce que dans l'exercice, on vous donne comme information GS. On vous dit que GS, c'est GS suivant au Z. Ça veut dire que là, vous avez l'axe Z. Et donc là, je peux dire que ça, c'est l'intégrale. Ça, c'est sur le contour, hein, sur ce contour-là. Alors, ça va être GS EZ, DL, N. Alors, N, c'est EZ. Hein. Le N, c'est la même chose que EZ. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner GS qui ne dépend pas de DL parce qu'on vous dit que GS est uniforme. Le GS, dans l'énoncé, on vous dit que uniforme, ça veut dire que je peux le faire sortir de l'extérieur. Alors là, DL. Et vous intégrez sur quoi? Vous intégrez sur un contour. Et quand vous intégrez DL sur un contour, qu'est-ce que ça donne? Donc, en effet, c'est GS R dθ. Et vous intégrez sur le contour, ça va donner GS R de P. OK? Alors là, dans la situation dans notre situation, c'est grand R là. C'est grand R. C'est grand R. Alors, dans l'exercice, soit vous travaillez avec ES, soit vous travaillez avec cette quantité-là. Alors là, je peux dire dans mon exercice là, soit de travailler juste avec ES, mais je dois le signaler avec ES. C'est quoi? En effet, il faut le donner en fonction des données de l'exercice. ES, c'est l'intégrale de GS, la densité que vous avez là surfacique, DL, EZ. OK? Alors, parce que là, vous prenez un compteur. Voilà le compteur que vous prenez. Alors là, je parle le DL que j'utilise là, ce n'est pas ce DL là. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je peux l'appeler DL prime si vous voulez. Parce que ça, c'est un DL là. Ça n'a rien à voir avec le DL de mon parcours, hein, DL prime. Et EZ, c'est dans le Z, c'est dans cette situation. Il est dans ce sens parce que je dois prendre le vecteur qui est normal à la surface délimitée par le contour. Alors, et ça, comme je viens de faire un petit calcul, ça donnait 2P R GS. OK? Donc, si on vous demande de trouver le résultat en fonction de IS, ça y est, vous arrêtez là. Si on vous demande de le trouver en fonction de GS, il faut utiliser la définition de courant pour trouver l'expression de GS. Parce que GS, c'est la donnée et S, ce n'est pas une donnée. OK? Donc, si vous avez quelque chose, vous utilisez quelque chose qui n'est pas défini dans un exercice, il faut le définir. OK? Alors, OK, de l'autre côté là, de l'autre côté, vous avez bien sûr cette circulation qui va être égale à quoi? Ça, on l'a calculé déjà avant. C'est tout simplement B de R fois 2PR. La circulation de champ magnétique sur ce contour, OK, de grand contour. Et de l'autre côté, vous avez mu0 IS. Et donc, B de R est égal à mu0 IS
sur 2PR. Alors, ça peut être suffisant parfois c'est pas. Alors, voilà. Essayez de rappeler de ça parce que je vais l'utiliser par la suite. Ou bien, vous pouvez écrire que B de R en fonction de GS, c'est mu 0. Je remplace S par 2P R GS sur 2PR. Donc, je vais simplifier là. Je vais avoir mu 0 GS R sur θ. Dans toutes les situations, vous avez le BR qui est proportionnel à 1 sur R, qui change en fonction de 1 sur R. Et ça, c'est l'essentiel. C'est une fonction de 1 sur R. Il est proportionnel à l'inverse de R. OK? Ça, c'est le plus important. Mais essayez de bien se rappeler de cette définition de courant surfacique. OK? Alors, je vais revenir encore sur ça parce qu'il y a des gens qui… Alors, pour les unités. Alors, pour les unités là, le I, c'est des ampères. Le DS, c'est des mètres carrés. Signifie que le G, ça va être en quoi? Oui? Ampère par mètre carré. Ampère par mètre carré. Quand vous avez quelque chose qui est ampère par mètre carré, vous appelez ça quoi? Densité Quand de vous avez, Densité. vous avez les grammes sur les centimètres cubes, vous appelez ça quoi? Densité. Masse volumique ou bien volume. densité volumique. OK? Masse volumique ou bien densité volumique. Et donc là, ça c'est quoi? Est-ce que c'est une densité volumique ou surfacique? Courant surfacique. 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 C'est une densité de courant surfacique. Mais est-ce que ça c'est. Mais non, on a dit que là, le courant, il est volumique. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Le courant là était volumique. Pourquoi vous me dites que ça c'est une densité de courant surfacique? Alors faites attention, il n'y a pas en physique quelque chose qu'on appelle densité de courant volumique. OK? Faites attention. Vous avez les courants volumiques. Ça, c'est un courant volumique parce que les électrons se diffusent en volume. Et un courant volumique, il est défini par une densité surfacique. Alors là, vous avez un courant surfacique et le courant surfacique, il est défini par une densité, là que je peux dire que c'est une densité linéaire, en effet. Même si vous dites que c'est une densité avec un petit s là, mais en effet, je le définis avec un segment. Okay? C'est pas à l'intérieur. Alors, il reste, donc vous voyez que pour le courant volumique, vous avez un intégral double, pas un intégral triple. Pour un courant surfacique, vous avez un simple intégral. Alors, si vous avez un courant linéique, vous avez une droite qui est parcourue par un courant. Et là, vous avez peut-être un vecteur unitaire U. Vous définissez un vecteur unitaire U. Alors, à ce moment-là, I, tout simplement, le I linéique là, linéique, c'est le courant dans un fil, par exemple, ça va être la densité linéique G fois U, tout simplement. Ou bien, vous pouvez dire que L, tout simplement, est égal à GL. C'est pour cela que lorsque vous avez un fil électrique, on ne parle même pas de densité parce que c'est la même chose, c'est le courant. OK? On ne parle même pas de ça. Alors, essayez de faire attention. Quand vous avez un courant volumique, vous intégrez deux fois. Un courant surfacique, vous intégrez une seule fois. Un courant linéique, il n'y a pas d'intégrale. OK? Alors, là, c'est là, ce GS, c'est par ampère par mètre. Pourquoi? Parce que là, vous avez S qui est en ampère
et dl qui est en mètres. Et donc, ampère par mètre. Vous voyez que ça, ce n'est pas vraiment surfacique. Même vous écrivez ça S, là, c'est une densité linéique. Alors que là, ça, c'est des ampères. Et ça encore, c'est des ampères. Donc, c'est pour cela que lorsque vous avez un fil électrique, généralement, vous ne définissez même pas ça. OK? Alors, je vais revenir sur mon exercice. Alors, on va essayer maintenant de tracer cette fonction. On va la tracer. OK? Alors, pour la tracer, en fonction de R, bien sûr, alors, de ce côté-là, je vais voir B de R. Donc, B de R de ce côté-là. Et là, je vais voir R. Et je vais prendre le rayon R. OK? Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous avez à l'intérieur 0. On n'a rien. Donc là, vous avez un 0. On a rien sur ça. Pour R, là, il faut remplacer. Remplacer là. B de R égale à quoi? De R plus en effet. R plus. Pourquoi? Parce que en R moins, déjà, B de R moins égale à 0. Parce qu'à gauche, là, c'est 0. À droite, maintenant. Égale à quoi? Mu 0. Je vais utiliser celle-là. Mu 0 et S sur 2PR, grand terme. Et puis, je dois encore voir la limite. La limite de B de R lorsque R tend vers plus l'infini. OK? Parce que là, je sais, ça, c'est pour, cette relation, c'est pour R entre grand R et l'infini. Donc, je dois voir les extrémités. Ça va donner quoi? Il est proportionnel à 1 sur R. Donc, ça va donner quoi? 0. 0. Et donc, ma fonction sur cet intervalle, il va commencer avec une valeur maximale, il va tendre vers 0. Donc là, il va tendre. Donc, il va commencer par quelque chose là. Donc, il va commencer par quelque chose qui est égal à mu 0 I S sur 2PR. Donc là, ça, c'est l'image de R+. Et puis, il va tendre vers 0. Comme ça. Est-ce que c'est clair? OK? Et donc, vous voyez quoi? Oui. Vous voyez que ça, c'est une fonction de 1 sur R. Vous voyez que là, à ce niveau-là, vous avez une discontinuité. OK? Une discontinuité là, B de R plus est différent de B de R moins. R moins. OK? Ça veut dire qu'il y a une discontinuité. Alors, cette discontinuité, en effet, en S4, je vais vous montrer que ça vient du fait qu'il y a des courants surfaciques. On va montrer en S4, dans le modèle d'électromagnétisme d'électricité 3, qu'en effet, quand est-ce que le champ magnétique il est discontinu lorsque vous passez à travers une surface, c'est lorsqu'il y a des courants surfaciques. Alors, on est déjà dans cette situation. Lorsque vous passez de R- à R+, vous passez par un courant surfacique. Et ça va nous conduire à une discontinuité de courant, de champ magnétique. Ça, on va le montrer après. Mais, en effet, ça, physiquement, on ne peut pas le trouver. Généralement, les discontinuités dans la nature, c'est rare à trouver. Hein. Alors, pourquoi? Parce que réellement, dans la réalité, je ne vais pas y avoir un cylindre d'épaisseur est égal à 0. Parce que là, c'est quand vous considérez que vous passez directement de là à là avec une épaisseur qui est égale à 0. Mais en réalité, ça, ce n'est pas possible. En effet, dans la réalité, qu'est-ce que je vais voir? La situation suivante. Je vais vous donner une section.
Donc, quand vous voyez le cylindre et vous de haut, donc vous voyez un cylindre qui fait comme ça. Avec là, il y a une petite épaisseur. OK? Il y a de la matière là. Et donc, voilà le centre. Donc là, je peux définir en effet deux rayons, R1 et puis R2. Et à ce moment-là, quand je vais tracer la fonction, je dois la tracer entre 0 et R1, entre R1 et R2, et puis entre R2 et l'infini. Alors là, ça, c'est là où il y a un petit problème, peut-être qui va nous résoudre ce problème de discontinuité. Là, on connaît déjà la fonction. Là, c'est un 0. OK? Là, on le connaît déjà. De ce côté-là, on le connaît déjà. C'est une hyperbole. C'est une hyperbole. Là, maintenant, peut-être que si vous prenez le cas réel, peut-être que je peux trouver quelque chose qui va faire cette liaison. OK? Et à ce moment-là, je ne vais pas avoir une discontinuité. OK? Donc, je vais essayer de le traiter. Hein. Je vais essayer de traiter cette situation-là. Mais comme vous voulez, est-ce que vous voulez que je commence par ça ou de commencer par le cylindre volumique? Parce que vraiment, ça, ce n'est pas très, très simple. OK, je vais traiter ça pour ne pas… On a encore du temps. Alors comment est-ce que je peux trouver donc ça? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais travailler en 2D. Ce n'est pas l'appel de travailler en 3D. Je prendrai une section de cylindre. Juste une section de cylindre. Voilà. Je vais prendre, donc ça, c'est très bon. Non. Je vais prendre une section de cylindre. Donc voilà. Alors, je vais prendre. Voilà. Donc, mon cylindre, c'est ça. C'est pas, il est creux, oui. Là, il n'y a rien. Mais là, il y a de la matière. Je vais voir est-ce que c'est possible de donner une couleur là. Non, pas là. OK. OK. Après, je vais faire comme ça. En arrière, en premier plan. Non. Ça, en arrière-plan. Non, c'est pas possible. Alors, là, c'est pas la peine parce que, OK. Ça, c'est encore blanc. Ah, c'est pas possible là. Pourquoi? Il y a un petit problème. Voilà, voilà. OK, donc je vais prendre la… Est-ce que ça nous donne quelque chose? Oui, maintenant c'est bon. Donc voilà, donc là, comme elle a dit Fatima Zora avant, maintenant je vais avoir combien de situations? 3. Oui, trois situations. Donc je vais avoir 3 situations parce que là vous avez déjà, ça c'est le rayon intérieur R1, ça c'est le rayon extérieur R2, et donc je vais voir pour R inférieur à R1, c'est-à-dire entre 0 et R1. Alors là, ce n'est pas la peine de refaire le calcul. Là, on va trouver un BR qui est égal à 0. 0. OK? Et encore, pour la situation, pour la situation 0 entre, lorsque R il est entre R2 et l'infini, c'est-à-dire à l'extérieur, je vais trouver B de R qui est égal à mes 0 IS sur 2PR. Alors, faites attention, ce ES-là, ce n'est pas le même ES d'avant. Pourquoi? Alors, le ES, si vous voulez le calculer, ce n'est pas demandé, mais le ES dans ces situations, ça va être quoi?
Pardon. Là, je ne peux pas l'appeler S, déjà. Parce que maintenant, le courant, ça va être en volume. OK? Oui. Donc là, OK. Donc, je vais effacer ça. Maintenant, je vais avoir, pardon. Maintenant, je vais avoir un courant en volume. OK? Alors, le I que vous avez là, maintenant, I, c'est le courant total que vous avez dans le conducteur. C'est-à-dire le courant que vous avez dans le conducteur. Et donc, ça va être l'intégrale double G ds. OK? Et là, quand je vais intégrer, ça va me donner G, c'est une G ds c'est sans collinéaire, donc ça va donner intégrale G fois ds, c'est l'élément de surface en coordonnées polaires, donc c'est R dθ, dr dθ. Ça, c'est le ds, l'élément de surface. Quand vous prenez un élément de surface là, un ds, OK? Alors, ça va donner quoi ça? Ça va donner tout simplement G intégrale entre R1 et R2, parce que je dois prendre tout cet espace-là. Donc, c'est R1, R2, dr, dr, et puis je vais intégrer sur 0 de P dθ. Ça signifie que je vais prendre la surface qui est en orange là, parce que c'est là où vous avez le courant. Je ne vais pas intégrer sur 0, R2. Faites attention, parce que le courant, il circule dans cet espace, pas à l'intérieur. Okay? Donc, ça va donner quoi ça? Ça va donner G. Donc, ça, c'est de P. Et ça, c'est 1 demi R carré entre R1 et R2. Donc, signifie que ça va donner quoi ça? En total, ça va donner G. Les deux, on va les simplifier. P, R2 au carré, moins R1 au carré. Voilà la densité G que vous avez dans cette situation. Le courant I que vous avez. Avec là, G, c'est un courant volumique là. C'est un courant volumique. Faites attention. Alors, ça, en effet, j'aurai besoin de ça après. OK? J'aurai besoin de ça après. Alors, maintenant, quand je vais prendre le cas de R entre les deux rayons, R1, R2. OK? Alors, à ce moment-là, on va intégrer. Donc, on va dire la circulation de B dl, qui est 1 ampère, c'est mu0. Le courant, alors là, ça veut dire le contour est où, le contour là? On va prendre un contour. Le contour, il est où? Pardon, prendre un contour circulaire. Le contour, il est où? C'est entre les deux. Entre les deux, en effet. Voilà. C'est entre les deux rayons. Alors ça va poser un problème. Ordre, arrière-plan. Ok, il est où? Je ne peux pas le voir, c'est difficile. Alors, je vais le dessiner à la main, c'est mieux. Alors, je vais utiliser le dessin. Alors, le contour, il est là. Ok? C'est difficile à le dessiner là, c'est vraiment difficile. Parce qu'il faut prendre de la précision. Donc, le contour, il est là. Voilà le contour dont je parle maintenant. Ok? Alors ce contour-là, donc quel est le courant que je vais avoir là? Est-ce que je vais avoir le même courant I? Je vais avoir moins de courant. Je vais avoir, parce que ça, c'est un courant, je vais prendre juste cet espace-là. C'est difficile avec ce schéma-là, je vais essayer de voir est-ce que c'est possible de faire un autre schéma. Alors ça, le problème, c'est que... Alors, là,
Je peux prendre 100. OK, donc là. OK. Alors, OK, c'est difficile. OK. Voilà. Non, ça va pas marcher. OK. En tout cas, je peux l'imaginer comme ça, donc ça c'est difficile en effet de le voir, mais parce que en effet, il faut prendre ça comme ça. OK. Voilà. Alors très bien, maintenant c'est bon. Alors maintenant, ça veut dire quoi que je vais prendre quoi? Pardon. Je vais prendre le courant qui circule dans la zone qui est verte. Alors parce que là, on va prendre, là c'est le petit R, donc je vais aller je travaille entre quoi et quoi? Donc ça c'est R, c'est R1. Dites-moi alors, ça fait mal là. Alors là, c'est R1. Et puis la distance que vous avez jusqu'à là, c'est R. OK? Alors moi, quand je vais intégrer donc là le courant, ça veut dire quel est le courant que je vais prendre? Alors je vais prendre le courant qui est dans la zone verte. OK? Parce que mon R, il est là, il est limité là. OK? Donc, signifie là que je vais avoir un courant I'. Et ce I', sûr et certain, il est inférieur à I. Parce que vous ne prenez pas tout le courant que vous avez là. Alors, ce I' est égal à quoi? Il faut le calculer. Il faut calculer ce I'. Comment est-ce que je peux le calculer? Donc, je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée là. Oui. Alors, le I', parce que I', ce n'est pas une donnée de l'exercice. Il faut l'exprimer en fonction de I. Il faut le trouver en fonction de I ou bien en fonction de G, comme vous voulez. Alors, est égal à quoi? Est égal à l'intégrale double de G. Pourquoi G? Parce que la densité G, elle est uniforme. Donc, je vais prendre G. G ne change pas en fonction de la surface, parce que c'est une densité. OK? C'est comme la masse volumique. Ça n'a rien à voir avec la quantité que vous prenez. Mais le courant, il dépend de l'espace que vous avez pris. Donc, c'est G ds' avec une surface S'. Alors, la surface S' dont je parle là, c'est la surface verte. OK? Alors, faites attention, cette surface verte, ça, c'est un exemple. Ça peut y aller jusqu'à là. Ça dépend de la variable R. Ça peut y aller de R1 jusqu'à, parce que R c'est une variable, donc il va jouer entre R1 et R2. Alors, égal à quoi ça? Donc, je vais intégrer. Donc, je ne vais pas refaire la même chose. La différence, ça va être dans les bornes. Donc, je vais avoir finalement un G à l'extérieur, un demi, et je vais avoir un R au carré là, mais je vais intégrer entre R1 et petit R. OK? Faites attention. Fois 2P. C'est là la différence. Je ne vais pas y aller jusqu'à R2. Donc, ça va donner finalement un G, P, R au carré, moins R1 au carré.
et vous voyez vraiment que ça, il est inférieur à I'. Pourquoi? Parce que là, vous avez R2 qui est supérieur à petit r. Alors, maintenant, je peux, pour ne pas avoir G dans l'expression, je vais essayer de faire quoi? De diviser I' sur I. Alors, GP R au carré moins R1 au carré sur GP R2 au carré moins R1 au carré. Je viens d'utiliser l'expression que vous avez là. Et on va trouver quelque chose qui ne dépend pas de G. C'est R au carré moins R1 au carré sur R2 au carré moins R1 au carré. Et ça, c'est inférieur à 1. Ça veut dire que I' est inférieur à I. Il est clair que c'est inférieur à 1. Donc, I' égale R carré moins R1 carré sur R2 carré moins R1 carré fois I. Et ça, il est inférieur à I, comme je viens de dire. OK? Alors, voilà I' que je dois insérer dans la formule d'Ampère. Donc, maintenant, on va terminer avec la loi d'Ampère. Donc, la circulation de champ magnétique B dl sur le contour C. Alors, le contour C, c'est le contour que vous avez là qui limite cet espace vert, égal donc à M0 I'. Donc, de ce côté-là, je vais avoir B de R de P R, c'est pas la peine de le refaire à chaque fois, égal de ce côté-là, M0 R carré moins R1 au carré sur R2 au carré moins R1 au carré I. Ce qui est donc le champ B de R est égal à M0 sur 2P R I R carré moins R1 carré sur R2 carré moins R1 carré. Ça, c'est quel que soit pour R entre R1 et R2. Je vais résumer ce qu'on a trouvé jusqu'à là. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour ce cylindre? 3 situations. Donc, le B, c'est un B de R θ avec B de R. C'est une fonction définie par morceau. C'est une fonction qui est définie par morceau. Donc, c'est 0 lorsque R est entre 0 et R. Hein? C'est M0 I sur 2PR R carré moins R1 carré sur R2 carré moins R1 carré pour les R qui sont entre R1 et R2. Alors, vous pouvez le vérifier. Après, je vais le vérifier. En effet, que cette fonction, elle est continue. Hein? Je vais le vérifier. Alors, et puis, vous avez mu0 I sur 2PR, petit r, quand le R, il est entre R2 et l'infini. OK? Alors, pour la continuité, est-ce que cette fonction, elle est continue? Pour que je vais essayer de voir le B de R1 moins, qui est égal à quoi? Je vais le remplacer là, donc ça donne 0. Et B de R1 plus, il faut remplacer dans cette expression, donc ça va donner quoi? R1 au carré avec R1 au carré, ça va donner 1, 0. Vous le voyez? Vous voyez que ça va donner 0? Oui. C'est un 0. Oui. Signifie quoi? Que la fonction il est continue en R1. Donc là, je peux écrire O égal. Il n'y a pas de problème. B est continu
B de R est une fonction continue en R est égal R1. OK? Alors, pour le champ en R2 moins, donc je dois encore remplacer là. Donc, je vais avoir R2 au carré moins R1 au carré sur R2 au carré moins R1 au carré. Et donc, ce terme, ça va être égal à 1. Et là, je vais voir R2. De ce côté-là, je vais à R2. Je remplace. Donc, ça va donner mu0 I sur 2P R2. Et de même, si vous remplacez pour R2 plus, donc vous remplacez dans cette expression et vous avez la même chose, mu0 I sur 2P R2. Et donc, B est une fonction continue en R est égal à R1 et R est égal à R2, les deux. OK? Il me reste, pour tracer la fonction, je vais ajouter là la limite. Donc, limite juste pour tracer de B de R, quand R tend vers plus l'infini, alors je remplace dans quelle fonction? La troisième, ça va donner 0, parce que c'est une hyperbole. Maintenant, en traçant la fonction, je vais tracer la fonction. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc là, B de R en fonction de R. Je vais avoir le point R1 et puis le point R2. Alors, sur cet intervalle, alors là, c'est 0. De 0 à R1, c'est 0. Le champ est nul. Après, en R1, en R2, je dois essayer de choisir l'image. Alors, l'image là, c'est mu0 I sur 2P R2. C'est l'image de ce point à droite et à gauche parce que la fonction, elle est continue. OK? Alors, de ce côté-là, je connais très bien la fonction. C'est une fonction, c'est une hyperbole. Je connais très bien la trace. Alors là, cette fonction-là, c'est un peu difficile à imaginer, mais en effet, elle fait cette allure-là. Hein. Elle fait comme ça. Ce n'est pas une droite, mais plus ou moins, c'est comme ça. Okay? Vous pouvez y aller tracer ça sur GeoGebra si vous voulez. Hein. Vous pouvez le tracer sur GeoGebra si vous voulez tracer cette fonction de voir là. Et maintenant, vous voyez que ce champ, il est continu en deux points. Et la raison, c'est que, comme je viens de dire, que ça, on va en effet le voir l'année prochaine, c'est que dans ces situations, vous n'avez pas de corons surfaciques. Les corons, ils sont répartis en volume. C'est-à-dire, il n'y a pas de discontinuité pour les corons. Et ça fait qu'il n'y a pas de discontinuité par le champ. OK? Alors ça, en effet, c'est le cas réel. Ça c'est le cas réel d'un cylindre creux. Parce qu'un cylindre creux, il possède toujours une épaisseur. Là, R1, généralement R1, R2, sont très proches, c'est-à-dire avec une petite différence. Mais il faut toujours, ça permet de basculer de 0 jusqu'à la valeur maximale. C'est cette épaisseur qui permet de ne pas y avoir une discontinuité brutale. Donc, vous basculez de cette manière-là. OK? En réalité, vous avez quelque chose qui fait comme ça parce que l'épaisseur, elle est très mince. Donc, vous avez quelque chose qui fait comme ça. Donc, vous avez un 0 jusqu'à le premier rayon. Puis, vous avez quelque chose qui fait comme ça et vous revenez vers l'infini. Et cette distance-là, elle est vraiment très courte. Hein. Parfois même, il peut y avoir même quelque chose qui fait comme ça et je reviens. Mais il n'y a pas de discontinuité. Réellement, il n'y a pas de discontinuité. OK? C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui fait comme ça une droite, non. Mais c'est quelque chose qui fait un peu comme ça et après, ça revient vers l'infini. Donc, il n'y a pas de discontinuité vraiment là. Ça, c'est une discontinuité là. Ça, vous faites là, ça, c'est une discontinuité. Alors, maintenant, on va passer au deuxième cas.
lorsque vous avez des cylindres qui sont pleins. OK? Alors, maintenant, cas de cylindre plein. Alors voilà, on va prendre un cylindre qui est plein. Donc, grand 2, cylindre plein. OK? Alors, signifie que je vais prendre donc, un cylindre qui est plein. Donc, et on va prendre les mêmes situations d'avant. Alors, je pense que j'ai déjà une image qui est intéressante là. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. Sûr. Bien. Oui, c'est bon. Alors, voilà le cylindre maintenant qui est plein. Donc, à l'intérieur, on va imaginer qu'il est plein et vous avez une densité de courant à l'intérieur volumique. Donc, un courant volumique avec une densité surfacique. Donc là, le courant, il est volumique. À l'intérieur, vous avez un courant I qui est défini avec une densité, si vous voulez, G, pardon. Avec E, là, c'est GDS sur la surface S du cylindre. Okay? Donc, en effet, c'est G uniforme. Donc, G, ça c'est entre parenthèses, donc GEZ, parce que G c'est porté par EZ, DS, EZ encore. Donc, ça fait G qui va sortir à l'extérieur, intégrale double de DS. Et je vais intégrer sur la surface, cette surface-là, sur toute cette surface. Et cette surface, c'est PR. Donc, tout simplement, c'est G, P, R au carré. OK? Voilà le I. OK? G, il est uniforme. C'est pour ça que je vais le faire sortir à l'extérieur. Si ce n'est pas uniforme, il faut la laisser à l'intérieur de l'intégrale. Donc, j'intègre sur. Ça, c'est le courant total. C'est-à-dire le courant qui traverse le cylindre totalement, tout le cylindre. OK? Ça, cette surface-là. J'intègre entre 0. Cette intégrale, c'est en effet, c'est G intégrale entre 0 R, R dr, intégrale 0 de P dθ. L'élément ds, en coordonnée, la polaire, c'est R dr dθ. Okay? Il est clair parce que ça donne finalement, ça c'est quoi? C'est la surface d'un disque. Ça, c'est surface d'un disque. Donc, si vous retrouvez la surface d'un disque que vous connaissez, ça veut dire que vous n'avez pas trompé sur cet élément. Si vous ne trouvez pas la surface d'un disque, ça signifie que vous avez trompé sur ds. En fait, ça, c'est la surface, c'est S tout simplement d'un disque. C'est S d'un disque. OK? Alors, maintenant, on va essayer d'appliquer le théorème d'Ampère. Donc, combien de cas je vais avoir? Oui. Je vais avoir combien de cas? Deux cas. À l'intérieur ou à l'extérieur. Soit je suis à l'intérieur, soit je suis allé à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, faites attention. Donc, soit je vais prendre, donc, soit je vais prendre, je serai à l'intérieur et donc je vais prendre un contour. Non, pas ça. Soit je serai à l'intérieur, là, dans cette situation. OK? Ou bien, je serai à l'extérieur. Comme ça. Pardon. Oh, oh, oh.
vous êtes à l'extérieur, donc là, si vous êtes là, faites attention. Donc, je vais commencer par ça parce que c'est plus simple. Hein. Ok, je vais commencer par ça. Alors là, je pense, est-ce que je peux utiliser une couleur là, pour la surface? Non. Je dois sélectionner d'abord ça. Ouais. Ok. Alors, je vais essayer de voir ça. Ok, c'est bon. Ok, maintenant c'est bon. Alors, on va commencer donc par l'extérieur. Donc, ce contour, je vais l'appeler C1, si vous voulez. Et ce contour-là, je vais l'appeler C2. OK? Là, c'est toujours cette distance-là. C'est la distance R. Et encore celle-là, c'est R. Juste que c'est le deuxième cas. Parce que R, c'est une variable. OK? Alors, pour R supérieur à R, donc quand je suis à l'extérieur, l'étudiant d'Ampère, qu'est-ce qu'il vous dit? Que la circulation de champ magnétique sur ce contour, que je vais d'abord orienter dans le sens antéhoraire, C2, C1, est égal à μ0, le courant qui est à l'intérieur. Alors, qui est le courant qui est à l'intérieur de C1? Oui? Le courant total. Le courant total, parce que puisque le rayon R est supérieur à grand R, ça veut dire que le courant, le cylindre qui est en jaune, oui, le cylindre qui est en jaune, il est totalement inclus dans le cylindre le disque en jaune, il est inclus dans le disque qui est là en marron. Et donc, tout simplement, là, je vais voir le courant total qui est égal GPR carré. Mais moi, je vais utiliser le I pour le moment, mais la relation, c'est ça. Okay? Et de ce côté-là, tout simplement, ça, vous le connaissez déjà. Ça, c'est P de R de PR, parce que vous intégrez sur DL, et DL, il est sur ce contour. Hein. Faites attention pour les gens qui se trompent là. Le DL, il est là. Voilà, DL est égal à R dθ Eθ. OK? Donc, peut-être qu'il y a des gens qui se trompent sur ça, mais en effet, ça vient de quoi? Vient du fait que ça, c'est l'intégrale que B, à partir des invariances et de symétrie, c'était un B de R Eθ, et dl, c'est R dθ Eθ. Vous faites le produit scalaire, les Eθ vont donner 1, et qu'est-ce qu'il vous reste là? B de R, intégrale R dθ sur 0 de B. Et ça fait B de R, R de P. De l'autre côté, c'est μ0 I. Alors, signifie quoi ça? Que B de R égale à μ0 I sur 2PR. Et vous voyez, en effet, que ça, c'est comme l'expression de champ créé par un fil infini. OK? Et après, je vais vous montrer pourquoi on retrouve ce résultat. Alors, maintenant, quand vous êtes à l'extérieur, pour R est inférieur à R. Donc, je suis entre 0 et R.
Faites attention là, sûr et certain, je ne vais pas avoir des discontinuités, hein, parce qu'il n'y a pas de courant surfacique. Donc, je suis sûr et certain que cette fonction serait définie en R. Alors, on va appliquer le théorème d'Ampère encore. La différence, ça va être dans le courant. C2. Je suis sur le compteur, là, à l'intérieur. Et la surface que je vais associer, c'est la surface en vert. Donc, égal à μ0, le courant qui traverse cette surface. C'est un courant volumique. Hein. Il y a un courant volumique qui traverse ça. Ce n'est pas un courant filière. Je ne vais pas les compter un par un. Je ne vais pas donner, voilà, il y a un courant. Mais il y a un courant volumique que je vais appeler I'. Pourquoi c'est I'? Parce que ce n'est pas I. Parce que le I, c'est le courant qui traverse la surface qui est en jaune. La surface totale. Hein. Le jaune, c'est total, là. C'est la surface. Alors, le I', je dois le chercher. Alors, de ce côté-là, bien sûr, je vais avoir tout simplement B de R de PR. Mais là, je vais avoir μ0 fois quoi? Ok, je veux dire, il faut chercher I'. I', comment est-ce que je peux le chercher? Par la définition de courant. Un courant volumique, il est défini comme étant un intégral double de la densité G ds. Donc, il est égal G, donc ça, c'est l'intégrale de G ds, parce que le ds, c'est toujours l'élément de surface. Vous associez toujours un vecteur là, qu'on appelle le vecteur unitaire n normal, et vous dites toujours que ds, le ds en vecteur, c'est ds n, et vous voyez que n, en effet, c'est ez. Et déjà dans l'énoncé, g, c'est gez. Scalaire, ds n, c'est-à-dire ds ez. Et donc, ça, vous passez d'un produit scalaire à un produit normal parce que, tout simplement là, les deux vecteurs ils sont collinéaires. Le G, on vous dit dans l'énoncé, il est uniforme, donc je peux le faire sortir à l'extérieur parce qu'il ne dépend ni de θ ni de R, parce que ça c'est R dr dθ. Donc, intégrale R dθ, dr, intégrale dθ. Ça c'est entre 0 et θr. Faites attention parce que le courant, il est délimité là par le petit r. C'est là, j'ai intégré entre 0 et r pour le courant total, le grand R. Là, je vais intégrer sur cet espace en vert. Donc, c'est entre 0 et r, mais je vais faire un tour complet. Donc, c'est 0 de P. Et donc, ça va donner G. Cette quantité, c'est 1 demi R carré. Et cette quantité, c'est 2P. Donc, ça va donner G, P, petit r au carré. Et ça, c'est inférieur à I. Pourquoi c'est inférieur à I? Parce que R est inférieur à R. Alors, il faut maintenant de plus trouver la relation entre I' et I. Donc, I' sur I égale à G, P, R carré petit r sur G, P grand R carré. C'est pour cela que j'ai calculé ça, parce que en effet, le calcul que j'ai fait là, je ne l'ai pas utilisé là. Là, j'ai travaillé avec E, mais je l'aurai besoin pour cette question-là. Donc là, je peux simplifier les G et les P. Et donc, on va voir que tout simplement, le rapport des courants, c'est le rapport au carré des rayons. Et donc, I', c'est R sur R au carré, I. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Parce que pour R est égal à 0, P est égal à 0. Pour R est égal grand R, le I' est égal à I. Et ça, c'est tout à fait logique parce que si vous prenez là un contour de rayon 0, ça signifie qu'il n'y a rien. Si vous prenez un contour de rayon est égal à grand R, vous prenez une valeur, vous trouvez une valeur de courant qui est égale au courant total. Parce que le petit r là, il change entre 0 et r. Et donc, je peux avoir des valeurs de courant allant de 0 jusqu'à i. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cet intervalle, le r change entre 0 et r, et le courant I' va changer de valeur entre
0 et I. OK? Alors maintenant, je vais remplacer dans le théorème d'Ampère. Donc, la circulation, donc finalement, je vais trouver B de R fois 2PR est égal à mu 0. I'. Et le I' là, c'est quoi? C'est I R sur grand R carré. OK. Et donc, B de R, je peux simplifier avec un R et je vais trouver que c'est mu 0 I sur 2P petit r et là, c'est R carré. Et vous voyez là que c'est quelque chose qui est proportionnel à R. Donc, c'est une droite. Cette fonction, c'est une droite. Il s'écrit, donc en effet, ça, c'est comme B de R est égal à une constante A fois R. C'est une droite. OK? Maintenant, on va tracer. On a terminé avec... Je vais résumer d'abord et après, je trace. En résumé, B est égal à B de R Eθ avec B de R. Vous avez deux situations. Vous avez soit mu 0, pardon, mu 0 I sur 2P R carré fois R lorsque R il est entre 0 et R. Pour le moment, je ne sais pas est-ce que la fonction est continue ou non, mais je vais le voir. Et puis, vous avez mu 0 I sur 2P petit r quand vous êtes entre R et l'infini. OK? Alors, pour la continuité, je vais essayer d'étudier la continuité. B de R moins, ça va donner, je vais remplacer dans la première expression, qu'est-ce que ça donne? Je vais voir un R là, je vais simplifier avec un R et ça va donner mu 0 I sur 2P R. Je vais remplacer dans la deuxième expression pour B de R plus et ça va donner la même chose. Et donc, cette fonction, elle est continue en R. Il n'y a pas de discontinuité. Donc là, je peux dire que là, E égale. Il n'y a pas de problème parce que la fonction, elle est continue. Oui, peut-être il n'est pas dérivable, mais il est continu. Il n'est pas dérivable à ce point parce que... mais pour la continuité, on est sûr que c'est une fonction continue. Alors, pour tracer la fonction, je vais ajouter tout simplement la limite de B de R quand R tend vers plus l'infini. Vous remplacez dans la deuxième expression et vous avez un 0. Et puis la valeur à 0. La valeur, pardon, c'est pas la limite. Le B de 0, c'est quoi? Vous remplacez dans le premier et ça va donner 0. OK? Alors, les extrémités pour tracer. Alors, je vais essayer de tracer. Alors, là, vous avez donc la fonction B de R. Là, vous avez le rayon. Et à un certain moment-là, vous avez le rayon R. Alors, en R, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une valeur. Là, vous avez une valeur qui est égale à mu 0 I sur 2PR. Et en effet, c'est la valeur maximale. Hein. Voilà. Alors, pour la première... alors, entre 0 et R, c'est cette fonction-là. C'est une fonction qui est proportionnelle à R. Une constante fois R. Et donc, c'est une droite qui va y aller de 0 jusqu'à cette valeur-là. Donc, c'est une droite là. OK? Donc, c'est une droite. Voilà. Non, je ne peux pas tracer une droite de cette manière, mais je peux utiliser ça. OK? Voilà. Entre ce point et ce point. OK, c'est bon. Après, la deuxième fonction, c'est une hyperbole, tout simplement. Ça, vous le connaissez déjà. C'est une hyperbole. Et tend vers 0. OK?
Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas de discontinuité. Hein. La fonction, elle est continue. Et, il est clair que c'est une fonction non dérivable là, parce que la dérivée, c'est la tangente. Là, c'est la tangente, c'est pas la même chose, oui. C'est pas une fonction dérivable à ce point, mais c'est une fonction continue. Je sais pas ce que vous voyez les choses comme je les vois moi. Soit à partir de ça, vous pouvez déjà voir que la fonction n'est pas dérivable. Parce que la dérivée, tout simplement là, c'est la tangente. Hein. Alors la dérivée là, c'est tout simplement c'est le coefficient A. À ce point-là, voilà la tangente, la valeur de la dérivée, et voilà la valeur de la dérivée. Alors ça, en effet, la valeur de ça, c'est ce coefficient-là, c'est celui-là. Voilà la dérivée. Alors que pour ça, il faut faire la dérivée de l'inverse, et vous trouvez quelque chose qui est totalement différent. Donc vous le trouvez là. Okay. Donc là, il n'est pas dérivable, mais ce n'est pas très intéressant pour moi la dérivabilité maintenant. Okay. Alors, mais c'est une fonction qui est contenue à ce point-là. Alors, il me reste une chose à dire, c'est que si vous revenez sur l'exemple d'un fil, d'autres fois, j'ai oublié de le tracer, je pense, cas d'un fil infini. D'un fil infini. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour le fil infini? Donc, vous avez un fil infini qui est parcouru par un courant, I, et on a dit que B de R, pour ce fil, c'est quoi? C'était 2P, pardon. Ouais, est-ce que vous vous rappelez bien de ça? C'est égal à quoi? Nu 0 I sur 2PR. Sur 2PR. OK? Donc, si vous tracez ça, si vous essayez de le tracer, donc, si vous tracez ça, alors, B de R en fonction de R. Alors, pour le tracer, je dois y aller voir les limites. Alors, d'abord, B de 0. OK? C'est quoi de B 0? De 0 plus en effet. De 0 plus. La limite, en effet, la limite de B de R lorsque R tend vers 0 plus. Parce que 0, la fonction là en 0 n'est pas définie. OK? Cette fonction, il est défini, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, mais avec le 0 qui n'est pas inclus. Vous le voyez parce que je ne peux pas diviser par 0. Tout ce que je peux faire, c'est calculer la limite à 0 plus. Et ça, c'est plus l'infini. Et la limite pour B de R quand R tend vers plus l'infini est égale 0. à 0. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez une hyperbole. C'est une hyperbole qui fait comme ça. OK? Alors, vous voyez que là, il y a un problème. OK? Et ce problème, à votre avis, vient de quoi? Pourquoi il y a ce problème d'un champ qui tend vers l'infini? Est-ce que physiquement, on sait très bien que lorsque vous rapprochez du fil, le champ magnétique, qu'est-ce qu'il doit? Il augmente. Oui. Quand vous rapprochez, il va tendre vers 0. Mais est-ce que vraiment, quand je vais être sur le conducteur, est-ce que ça signifie que je vais avoir un champ infini? Est-ce que c'est logique? Non, impossible. Impossible. Ah, pourquoi, à votre avis, cette singularité, on appelle ça en physique une singularité. On l'appelle une singularité. Mais pourquoi cette singularité? Pourquoi elle apparaît? La réponse, c'est là. Parce que la différence entre cette figure et celle-là, c'est que là, on va y aller jusqu'à un maximum et puis je vais revenir sur 0. Mais là, non. À votre avis, pourquoi le problème? Le rayon. Le rayon. Ça veut dire quoi le rayon? Quand vous avez un fil électrique, un vrai fil électrique, est-ce qu'un fil électrique possède un rayon, une épaisseur ou non? Non, dans la réalité de rayon. Un fil électrique possède deux rayons. Ah,
d'abord, le fil que vous imaginez là, que vous avez sur le tableau là, que vous voyez, son rayon est égal à combien? Quand vous dessinez une droite en géométrie, le rayon est égal à combien? Presque zéro. Zéro, c'est pas presque zéro, c'est zéro. Une droite d'Euclide, dans la géométrie d'Euclide, c'est comme le point, comme ce point-là. Le point, ce point-là ne possède pas d'épaisseur, ne possède pas de dimension. OK? Ça, c'est 0 dimension. Ça, c'est une seule dimension. Ça, c'est 2 dimensions. Et ça, c'est 3 dimensions. OK? Ça, c'est 0. Ça, c'est 1. Donc, vous dites 1, il n'y a pas d'épaisseur là. Faites attention. La dimension que vous avez là, c'est la longueur. C'est juste la longueur parce que vous êtes à 1D là. Ça, c'est 1D. Ce n'est pas 2D. Et cette dimension, c'est la longueur, tout simplement. C'est cette longueur. Il n'y a pas d'épaisseur. Mais en réalité, un fil électrique, c'est un objet à 3D. Oui ou non? Oui. Ça veut dire qu'en réalité, un fil électrique, c'est un cylindre plein. Finalement, c'est un cylindre plein. OK? Qui possède déjà une épaisseur ou bien un rayon. Je vais l'appeler épaisseur pour que je puisse vous dire que c'est quelque chose qui est très petit. Et donc, en réalité, cette formule-là qu'on vient de trouver, il est valable où? Il est valable Dans le cas d'une dimension. Non, il est valable à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça veut dire que quand je vais tracer, je dois m'arrêter à R est égal à E. Donc, quand je vais tracer réellement ça, je ne dois pas y aller jusqu'à 0, mais je dois me rapprocher de 0. Donc, voilà, il y a une petite épaisseur là, E, et je dois m'arrêter là. C'est là que je dois tracer mon hyperbole. Voilà. Et la valeur que vous avez là, vous remplacez dans cette expression, vous avez mu0 i sur 2p e, l'épaisseur. OK? Ou bien l'oreille. Et donc, en effet, maintenant, entre 0 et E, qu'est-ce qui se passe entre 0 et E? Comment il va se comporter le fil? Il va se comporter comme ce cylindre. Et donc, en effet, là, je dois avoir une droite. Donc, je dois avoir là une droite entre 0 et E. Ah, pardon. C'est difficile. Ah, je vais essayer de le faire avec le crayon. Là, plus ou moins, une droite. OK? Ça veut dire que je ne peux jamais y arriver. Lorsque cette épaisseur elle est vraiment très très petite, quand cette épaisseur elle est vraiment très très petite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais voir quelque chose qui est très grand. Je vais voir une valeur très très grande de champ, mais qui ne va pas y arriver à l'infini. Finalement, je vais m'arrêter quelque part là et je vais descendre vers 0. OK? Pourquoi? Parce qu'à partir de là, je viens d'entrer à l'intérieur. Et en effet, c'est tout à fait logique parce que quand vous êtes là, vous voyez qui le courant? Vous voyez le courant total. Je suis là, ou bien je suis là, je vois ce courant total. Donc, le courant pour moi, c'est maximum. Quand je vais pénétrer à l'intérieur, quand je serai là, je ne vois pas tout ce courant-là, mais tout ce que je vois, c'est un courant plus petit. Quand je vais me rapprocher de plus, je vais avoir un courant plus petit. Et à un certain moment, quand je vais arriver au centre, il n'y a pas de courant. S'il n'y a pas de courant, le champ magnétique doit être nul. Quand vous êtes sur l'axe, si vous êtes sur l'axe, normalement, le champ magnétique doit être égal à 0. Pourquoi? Parce que le contour d'ampère ne permet d'avoir aucun courant. Et donc, normalement, je dois commencer par un 0 et puis la valeur augmente. Le maximum, je vais l'avoir là. C'est là où je vais avoir le maximum sur le rayon. Et après, en s'éloignant, maintenant, je vais avoir quelque chose qui change en fonction de 1 sur R. OK? Alors, faites attention, cette discontinuité vient du fait que vous modélisez.
vous modélisez, vous imaginez un fil électrique comme étant un objet 1D sans rayon. Mais ce n'est pas une réalité physique. La réalité physique, c'est ça. C'est que, normalement, un fil électrique, elle se comporte comme un cylindre plein. OK? Alors, en effet, là, quand je viens de traiter un cylindre, c'est comme je traite, en effet, un fil infini. OK? Un cylindre infini, c'est la même chose qu'un fil infini réel, un vrai fil infini. OK? Oui. Donc, pour l'exercice, je pense que j'ai terminé pour l'exercice. Donc, je vais vous laisser à poser des questions si vous avez des questions. Et après, on va terminer. Et je vais arrêter l'enregistrement